Archive mémorielle d'Alpharius. Voilà qui ressemble à une vaine mascarade de ma part. Pourquoi avoir inventé l'identité d'Uzra? Pourquoi organiser l'attaque du convoi et le décès d'Uzra? Pourquoi ne pas s'être contenté de monter en cachette à bord du chenillé quand il était au quai Alpha une fois que j'avais le code? À quoi bon toutes ces strates de complexité? Pour la couverture. Pour enquêter sur l'activité des Sinan, ne serait-ce que pour les regarder saisir un code, je devais m'exposer au regard. Même avec mon don, des témoins auraient pu se souvenir de ma présence. Et une fois qu'on m'avait vu, on pouvait remarquer mon absence. Cela pouvait attirer l'attention. Uzra avait une histoire complète. Ses antécédents avant de rencontrer Winnika n'avaient guère d'importance. Mais sa destination, si. Il démissionna de chez Winnika pour travailler chez les frères Sinan. Puis il est mort en un lieu et en des circonstances qui rendaient très peu probable qu'on retrouve son corps, ou même seulement qu'on le recherche. Les Sinan allaient arriver à destination avec un employé de moins qu'au départ, sauf embauche en cours de route, mais au moins leur effectif correspondrait à ce qu'il était censé être d'après leur propre vision des événements. Il n'y aurait pas eu d'absence subite chez le personnel de Winnika. Les chiffres allaient rester tels qu'ils étaient censés être, et tant que les chiffres semblent justes, il est rare qu'on se demande s'il y a quoi que ce soit d'anormal. J'allais découvrir si Constantin Valdor raisonnait de la sorte. La première épreuve. J'étais manutentionnaire dans les dépotoirs du nord d'Australa, quand la contremaîtresse vint à moi, suivie de deux hommes à l'air dangereux. Je pouvais les sentir me jauger du regard. Ils ne pouvaient bien sûr pas tout voir, car je faisais alors la taille d'un guerrier tonnerre et je recourais à mon don afin de me faire passer pour moins impressionnant. Mais ils n'en voyaient pas moins un homme grand et solide, chauve et au teint olivâtre, peut-être le résultat de génie génétique et ou de manipulation hormonale dès son plus jeune âge. « Uzra !» dit la contremaîtresse Winnika en guise de salut. « Ces gars veulent te parler. » Je déposai mon fardeau, une grande et lourde caisse, avec une facilité qui ne leur échappa pas. Rien de physiquement impossible à leurs yeux, mais une démonstration impressionnante. « Un de nos convoyeurs est tombé malade la nuit dernière, » dit l'homme de gauche. C'était Adaran Sinan, qui avait le torse ceint de bandoulières de munitions pour les pistolets à projectiles qu'il portait aux hanches. Dans son dos était aimantée une épée tronçonneuse, qui, manifestement, était à l'origine un outil d'abattoir et non une arme, ce qui lui confère un aspect encore plus meurtrier. J'acquiesçai pour indiquer que je comprenais ses paroles. Ce n'était pas une nouvelle pour moi, car j'étais le responsable qui avait empoisonné le convoyeur en question. « Donc, on a un poste à pourvoir, » dit Roshan, son frère. Il avait à la ceinture un coutelas énergétique trapu, et à l'épaule un fusil laser. « Winnika dit que tu es fort comme 3 hommes et que tu sais suivre les instructions, du genre qu'il nous faudrait. »« Combien ça paye ?» demandai-je en hochant de nouveau la tête. « 10 impériaux par jour, » répondit aussitôt Adaran. « Et où on va ?» m'enquis-je. « Nedala, sur les plaines rindiennes, » répondit Roshan. « Ce n'est pas à côté, » commentai-je après un sifflement. Je regardai alentour comme pour apprécier les charmes du dépôt de Winnika. C'était un poste de ravitaillement en carburant, doublé d'une des plateformes logistiques terrestres du district. Tout était désormais sujet à la réglementation impériale, et le gouverneur local avait été nommé par les hauts seigneurs de Terra, mais le quotidien du petit peuple n'avait guère changé. Le poste de Winnika était toujours aussi laid, sale, poussiéreux et malodorant. Je l'appréciais d'une étrange façon. « Mettons 12 par jour, et c'est d'accord, » dis-je au frère Sinan. 10, c'était trop peu. 12, plus plausible sans donner l'air de marchander à un degré suspect, ni les dissuader d'emblée. « Le coin te plaît tellement » ricana Roshan. « C'est un travail honnête, » répliquai-je d'un ton égal. Les frères se regardèrent, puis Roshan se tourna vers Winnika pour lui remettre une petite somme, sa commission d'intermédiaire. Et Adaran m'adressa un signe approbateur. « Ça marche, Urza. 12 par jour. Sois au quai de chargement alpha dans un cycle avec tes affaires. Mais il n'y a pas beaucoup de place. » « Je n'ai pas grand-chose. J'y serai, » confirmai-je en me retenant de sourire en pensant au quai de chargement prévu. C'était par simple amusement que j'avais manipulé les registres électroniques d'affectation des zones de chargement aux arrivées et départs, mais cela avait été un exercice utile. Winnika n'avait pas remarqué mon intrusion dans son système. Peut-être parce que tout fonctionnait même un peu mieux. Cela rappelait au passage que les gens prennent rarement garde à ce qui fonctionne apparemment comme prévu. Maintenant, nous allons davantage éprouver cette théorie. Les 3 chenillés étaient des engins de transport terrestre massifs, bien plus gros que les véhicules que j'avais vus sur le plateau de Zariman le jour où mon père me trouva.
Ils étaient malgré cela plutôt rapides, et leur taille même les rendait difficiles à attaquer par d'éventuels brigands. Difficile, mais pas impossible. Et c'était pourquoi les frères Sinan tenaient à remplacer leur homme, et pourquoi je m'étais retrouvé dans une tourelle dotée de mitrailleuses jumelées, à regarder au loin les collines de Sumat se découper sous le soleil couchant tandis que le convoi progressait. « Du mouvement à l'est !» grésilla la voix de Roshan dans mon casque. « On dirait une demi-douzaine de véhicules, et d'après la poussière qu'ils soulèvent, ils sont méchamment pressés. » C'était un réseau Vox primitif, à courte portée, mais suffisamment pour notre usage. Je me trouvais du côté ouest de mon chenillet, et je ne pris pas la peine de regarder en arrière. Ma fonction était de surveiller mon côté. Si ces véhicules appartenaient à des bandits, je ne pouvais rien faire avant qu'ils n'apparaissent par le flanc ouest, ou qu'ils se lancent directement à l'abordage. Par contre, mes collègues n'étaient pas aussi disciplinés. Chaque chenillet était muni de chaque côté d'une coupole défensive, à la proue et à la poupe, et j'occupais la tourelle arrière ouest du chenillet en queue de convoi. Tous les autres gardes tournaient la tête ou se levaient pour essayer de voir ce qui se profilait à l'est. C'était une réaction humaine bien naturelle, notamment pour des mercenaires dont l'entraînement se résumait à ne jamais s'être laissé tuer. Ils étaient incontestablement solides mais pas disciplinés. C'était un trait qu'on pouvait exploiter pour peu qu'on comprenne la nature humaine. Les aéronefs surgirent du crépuscule. Ils étaient 3, au nez court et dangereux malgré leur allure passablement rafistolée. Ils n'auraient pas eu la moindre chance face à l'engin doré de mon père, mais ils n'étaient pas là. Leur portance était assurée par des rotors carénés intégrés à leurs ailes, dont le vrombissement était couvert par le vacarme de nos propres moteurs. Les vigies étaient omnibulés par la menace déjà visible à l'est, alors que les aéronefs se présentaient devant le soleil. Si je n'avais pas été là, notre convoi aurait été pris au dépourvu et immobilisé par leur puissant armement, ce qui aurait permis aux véhicules terrestres de nous achever pour nous dépouiller de notre précieuse cargaison. Or, j'avais un avantage, c'est moi qui avais dressé ce plan et mis les brigands sur le coup. Les aéronefs passèrent à l'attaque, sûrs d'avoir un complice à bord de leur cible. J'avais pris contact avec leur chef, une femme du nom de Samarat, avant même d'arriver à Australa. Je l'avais convaincu de la validité du projet, en mentionnant les richesses qui seraient bientôt les siennes. Il s'avéra que je pouvais me montrer fort convaincant, et mentir comme je respirais. J'étais censé retourner mes armes contre mes collègues, au lieu de quoi je visais les aéronefs. Il aurait fallu un quasi-miracle dans les présentes conditions pour qu'un mortel distingue, sur la silhouette d'un appareil, un rotor à l'air, la seule partie qu'une mitrailleuse pouvait endommager sans un tir soutenu. Cela n'aurait relevé que d'un tir au jugé particulièrement chanceux. Mais je n'étais pas un mortel, et mes brèves rafales abattirent coup sur coup le premier, le deuxième. Le troisième tira précipitamment avant d'avoir correctement visé le chenillet, au moment où je détruisais un de ses rotors. La fusée incendiaire me survola pour déflagrer un peu plus loin que mon chenillet, soulevant un nuage de flammes et de poussière dans ce qui fut le fond d'un océan il y a très longtemps. Pourtant, aux yeux d'un témoin, on eût dit qu'il y eut un second tir, car une autre explosion survint juste derrière moi, comme si l'aéronef condamné m'avait emporté avec lui. C'était prévu, car j'avais moi-même installé la charge explosive au début de mon quart, et j'avais le détonateur à la main. Mais le souffle me frappa plus violemment que tout ce que j'avais connu. Cela n'endommagea le chenillet que superficiellement, mais ma veste par éclat ne me protégea guère. J'avais le dos lacéré, cuisant de douleur. Mon harnais de sécurité tint bon, par contre. Éjecté, je retombai contre la coque du chenillet dans un choc sonore qui expulsa l'air restant de mes poumons, mais je n'avais pas le temps de reprendre mon souffle. D'un geste, je détachai le harnais et retombai sur les 3 gardes-poussières qui surmontaient les chenilles pour empêcher que les vigies aient la vision brouillée. Cela me fut presque fatal. En temps normal, cette chute aurait été sans conséquence, mais à bout de souffle, ivre de douleur et les muscles dorsaux entaillés, je faillis tomber. Je n'évitai la chute dans la poussière malaxée par les chenilles qu'en me cramponnant aux soudures irrégulières de la coque du chenillet. Inspirant avidement puis haletant sous l'effort, je n'étais pas tiré d'affaire. Le mitrailleur de proue, de mon côté du chenillet, un homme nommé Ugrid, pouvait me voir à tout moment. Je comptais sur le temps qu'il aurait passé à regarder stupéfait ma coupole disparue avant de se demander si le harnais m'avait retenu. La nature humaine, le délai entre un événement soudain et la réaction qu'il suscitait. Ugrid n'était qu'un mortel, et j'avais donc plusieurs coups d'avance. Je me tirai jusqu'à l'extrémité du garde-poussière, tout à l'arrière du chenillet, puis je pris à ma ceinture 2 ancres magnétiques. De la main gauche, je plaquai une ancre à la coque du véhicule, puis je me jetai dans le vide. Mon dos protesta quand je me balançai de la sorte.
sans avoir de quoi poser le pied à l'arrière vertical du chenillet. Je ne tenais que par la force du bras gauche et l'aimantation de l'ancre, et je tins bon le temps de plaquer l'aimant dans ma main droite contre la poupe du véhicule. D'un geste du pouce gauche, je détachai alors la première ancre magnétique pour la ramener vers moi, hors de vue de quiconque aurait regardé sur le côté du chenillet. Il y avait bien sûr le risque que quelqu'un regarde à l'arrière de l'engin pour essayer d'apercevoir mon cadavre dans le sillage de poussière. Mais mon plan supposait que mes collègues se focalisent sur la coupole arrachée et sur les épaves des aéronefs apparemment parvenus tout près par surprise. Mon dos guérissait déjà. Je sentais la chair se régénérer grâce à l'art génétique magistral de mon père et la douleur s'atténuer. J'avais presque recouvré toute ma mobilité quand je gravis la coque à l'aide des aimants jusqu'à l'écoutille. J'avais regardé comment les Synanes l'actionnaient et j'avais retenu le code d'accès d'un simple regard. Je le saisis et l'écoutille s'ouvrit presque sans bruit. Malgré l'aspect poussiéreux et malmené des chenillets, les Synanes entretenaient scrupuleusement les machines qui étaient leur gagne-pain. Je me glissai à l'intérieur, en reprenant les ancres avant de refermer derrière moi. La soute était remplie de conteneurs destinés au palais impérial. Les frères Synanes n'en avaient pas vérifié le contenu, mais ils savaient qu'ils n'étaient pas frappés des éclairs impériaux. Ils avaient le bon sens de ne pas être trop curieux. Qui qu'ait pu être le commanditaire qui faisait livrer une cargaison secrète au palais impérial, ce n'était sans doute pas le genre à contrarier. Aussi les frères avaient-ils pris leur argent sans poser de questions. C'était fort avisé. On ne vivait généralement pas longtemps quand on se faisait un ennemi de Constantin Valdor. De fait, les Synanes n'ayant pas ouvert les conteneurs, je n'avais pas pu en voir le code d'accès. Je l'avais obtenu d'un certain Joséphan Direl, qui les avait chargés à bord. Il n'avait pas vu d'inconvénient à révéler le code d'un seul conteneur moyennant un pot de vin raisonnable. Autre rappel, comme quoi le plan le plus méticuleux peut échouer à cause de la nature humaine. J'avais tué Direl une fois le code obtenu. Je ne peux pas arguer que ce fut plus bref que l'exécution à laquelle il aurait eu droit si Valdor l'avait su. Mais le genre de neurotoxine qui imite un choc anaphylactique fatal agit avec une promptitude étonnante, même si l'expérience n'a visiblement rien d'agréable. Le conteneur s'ouvrit, révélant des caisses et des caisses de munitions. Des munitions pour Bolter, l'arme dévastatrice des légionnesses Astartes, produite loin du palais impérial, et importée en secret afin que les hauts seigneurs de Terra, sans parler d'autres sujets encore moins fiables, ne sachent rien de l'armée en train de se construire sous leurs pieds. Il y avait tout juste la place pour que je tienne dans le conteneur, dont je refermai la porte de l'intérieur à l'aide d'une ancre magnétique, avant de tirer manuellement les verrous. Il faudrait patienter très longtemps dans le noir sans bouger, mais j'en étais capable mentalement et physiquement. Ce n'était pas à la portée de tous, mais j'aurais parié que d'aucuns auraient pu le tenter, avec une motivation adéquate, et c'était eux que je cherchais à imiter. Je fermai les yeux, et laissa le chenillet m'amener à ma destination.